Edouard. Du coup, je reprends ma petite introduction pour vous dire que ce matin, vous avez assisté donc à 2 conférences qui ont été animées par les réseaux sociaux eux-mêmes. Et pour terminer cette matinée, on trouvait intéressant également de pouvoir donner la parole à des à des écoles et à une marque pour qu'on ait plus de précisions sur les campagnes social médias qui ont pu être activées récemment, que ça vous donne des exemples un petit peu plus concrets. Donc moi, je suis Myriam, je vais être l'animatrice de cette conférence. Je suis la fondatrice d'un média qui s'appelle Les gens d'Internet et c'est un média spécialisé dans l'actualité social média et dans la creator economy. Donc si vous souhaitez être informé quotidiennement sur l'évolution des plateformes, n'hésitez pas à nous suivre. Ça, c'est pour ma petite présentation. Mais maintenant, je vais donner la parole à Véronique et à Julia. Je vais vous demander, pour commencer, peut-être de vous présenter vous-même. Je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Véronique, vous pouvez commencer. Bonjour à toutes et tous. Donc Véronique Bonnet, je suis la directrice générale d'une école d'ingénieurs post-bac. Donc voilà, je suis là parce que la communication digitale, c'est un sujet stratégique. Donc je ne suis pas une experte de la communication, mais je suis une directrice générale qui décide et qui pilote une stratégie. Et donc c'est un sujet dont je m'occupe quand même personnellement. Voilà, donc je suis là pour témoigner. Julia. Bonjour, Julia Poublan, je suis directrice marketing des Furets. Et lesfurets.com, c'est un comparateur d'assurance et d'énergie, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, donc les dépenses du foyer. La raison pour laquelle on m'a sollicité, c'est qu'on est une marque qui commercialise des produits qui sont un petit peu similaires à un produit de grande école, c'est-à-dire ça ne se prend pas sur un coup de tête. On ne change pas son assurance comme ça, comme on craque sur une paire de baskets ou un parfum ou quelque chose. Donc c'est des logiques un petit peu similaires. On travaille beaucoup les réseaux sociaux, donc c'est le sujet du jour. Et voilà, on a une cible qui est un petit peu plus âgée que la vôtre, puisque c'est les jeunes actifs, donc c'est les 25-35 ans, c'est plutôt justement quand ils sortent de l'école. Mais l'ensemble des retours d'expérience qu'on a s'applique même à des gens plus jeunes. Donc 2 points de vue différents qui vont se compléter, ça va être intéressant. Et peut-être avant d'entrer dans vraiment le vif du sujet, à savoir les campagnes que vous avez pu mener récemment, je vais vous poser une question un peu plus pour prendre un peu plus de hauteur. C'est essayer de comprendre pour vous quelle est votre vision des réseaux sociaux et comment est-ce que vous avez décidé d'y aller pour communiquer. Véronique, allez-y, peut-être expliquez-nous voilà, quelle est votre vision sur les réseaux sociaux, leur évolution et vos besoins en social media. Alors, les réseaux sociaux, quand on s'adresse à un public lycéen et étudiant, c'est quand même évidemment c'est une évidence. Après, il y a deux types de campagnes sur les réseaux sociaux. Il y a des campagnes d'acquisition et des campagnes de marque. Alors moi, j'ai plus prévu aujourd'hui de parler des campagnes branding parce que c'est un peu plus mon sujet de faire connaître, de positionner la marque de l'école dans son secteur. Donc, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie globale de communication et évidemment, il faut y être et il faut l'adapter en fonction des différentes plateformes et des différentes cibles. Mais donc pour nous, voilà, les réseaux sociaux, c'est un des moyens de développer notre image de marque et notre notoriété. Et est-ce que vous sauriez nous dire depuis combien de temps vous menez des actions sur les réseaux sociaux? Alors moi, je, Plusieurs années? alors moi, je dirige cette école depuis 10 ans, donc c'est plus vieux que moi. Enfin, moi, j'ai pas 10 ans, mais ça fait plus de 10 ans. Non, mais et ça fait depuis toujours, en fait, depuis que les réseaux sociaux existent. Après, l'enjeu, c'est plutôt justement de suivre leurs évolutions. Hein, tout à l'heure, on a entendu de grands acteurs voilà, parler de leur stratégie, de leurs outils, des tendances. Hein. Je n'ai pas eu l'occasion de poser la question, mais ça évolue tellement vite. J'avais envie de demander une tendance, ça dure combien de temps? Et donc, voilà, donc, depuis combien de temps depuis toujours. Et l'enjeu, c'est plutôt d'y être et d'être à jour et de s'adapter sans arrêt à leur évolution. Parce que, bon, voilà, c'est ça la difficulté. Julia, je vais vous poser la même question. Quelle est votre vision des activations social médias? Et pareil, est-ce que vous saurez nous donner un petit historique de vos actions sur les plateformes? Je vais même commencer par l'historique.
puisque nous, on a une très très forte notoriété. On a plus d'un Français sur deux qui connaît les Furets en notoriété totale. On est à 65%, même plus précisément. Et on a construit notre marque donc en 2012, donc ça fait une douzaine d'années. Et on a commencé par une stratégie très forte, très branding, mass média, télé. J'ai même envie de faire un petit sondage pour savoir, mais je vois qu'il y a une moyenne d'âge quand même très très jeune ici. Qui a déjà vu nos pubs à la télé? Ah bah d'accord, moi tout le monde. Voilà. Donc c'était une stratégie d'entreprise puisque les comparateurs, c'est en 2012, il faut savoir que ça n'existe pas, c'est disrupteur. On a été juste 2 sur le marché au départ. Et donc, l'idée, c'était de faire un peu un choc et d'avoir une stratégie disruptive, mais de masse. Et puis, en fait, une fois que cette stratégie elle a été faite, c'est l'histoire de cette entreprise. Hein. Toutes les entreprises n'ont pas la même stratégie. Ça a été plutôt de dire, bon, maintenant il y a une base, allons cibler plus spécifiquement et plus chirurgicalement, j'ai envie de dire, les gens qui vont être les principaux consommateurs de notre service. C'est typiquement le jeune qui sort de ses études et qui prend son premier appart et là il lui faut une assurance habitation, un contrat d'électricité, etc. Donc on s'est dit où sont les jeunes de 25 ans. Les jeunes de 25 ans, ils sont partout en fait. Ils regardent de moins en moins la télé, ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, ils sont sur YouTube, ils sont sur tous les réseaux sociaux, ils sont sur Google, mais ils prennent le métro, donc ils marchent, ils sont dans la rue, etc. Donc en fait, on a évolué vers une stratégie plus multimédia. Et aujourd'hui, on fait de l'affichage, des réseaux sociaux, toutes sortes, enfin tous les leviers Internet. Donc en fait, nous, on s'est dit où est-ce qu'elle est notre cible. Et notre cible, elle lit le journal, elle regarde ce qui se passe dans la rue et elle est sur les réseaux sociaux. Donc ça fait vraiment partie d'un ensemble. Et donc contrairement à Véronique, chez nous, c'est beaucoup plus récent les réseaux sociaux. Parce que quand on y va à fond, il faut savoir. Et donc, on a commencé il y a à peine 5 ans. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et comment est-ce que du coup c'est venu s'intégrer petit à petit dans votre plan marketing plus global? Pourquoi il y a 5 ans vous vous êtes dit on y va? Les chiffres médias qui montrent que la télé baisse chez les jeunes. L'usage d'Internet explose. YouTube, c'est la deuxième télé. La télé, elle est plutôt utilisée pour regarder Netflix et les réseaux sociaux en pleine croissance. On est arrivé qu'il y a 5 ans, j'ai envie de dire. On aurait pu y être même plus tôt, mais comme on avait mis tous nos investissements sur la télé, à un moment, il y a des arbitrages à faire. Et on y allait progressivement, c'est-à-dire qu'on a commencé par le bon vieux Facebook, le bon vieil Instagram, et puis il y a un beau jour, mon équipe qui est venue me voir en disant non mais Julia, faut aller sur TikTok. Je fais non mais TikTok c'est un truc de jeunes qui ont 14 ans, qu'est-ce qu'on va aller parler d'assurance sur TikTok? Et en fait, c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on voit que même des sujets assez sérieux, enfin choisir son école, choisir une assurance, c'est des sujets quand même engageant. On engage les 3 années qui viennent pour une école, on s'engage pour au moins 1 an, puis on engage la sécurité de sa maison pour une assurance. Et ben on voit que ces sujets trouvent leur place sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on y va de plus en plus fort, parce que peut-être oui, il y a 5 ans, TikTok c'était que des vidéos débiles, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Non, il est parti la personne de TikTok. En tout cas, c'était ma perception, on va dire. Mais maintenant, la vérité est que tous les sujets sont abordés. Donc, c'est un endroit où on doit être. On verra un peu plus précisément tout à l'heure les campagnes que vous pouvez mener. Julia, vous avez précisé la cible. Donc, vous ciblez vraiment les jeunes, les 25-40 ans, comme vous l'avez précisé. Vous, de votre côté, quelle est votre cible? Est-ce que vous ciblez avec vos campagnes les étudiants, les parents? Est-ce que vous faites les deux? Comment est-ce que vous imaginez un petit peu vos campagnes? Alors, effectivement, on a plusieurs cibles. Bon, la cible des futurs étudiants est quand même la cible principale, mais on a aussi la cible des parents, la cible des entreprises, la cible des prescripteurs. Donc, on va adapter nos campagnes et le choix aussi des plateformes aux cibles.
Voilà, donc je voulais juste corriger parce que tout à l'heure j'ai dit on est depuis toujours sur les réseaux sociaux, mais comme l'école a 120 ans, évidemment il y a 120 ans on n'était pas sur les réseaux sociaux, mais voilà. Donc parce que ça m'a fait sourire après quand j'ai dit ça. Bon. Donc effectivement on a quand même notre cible principale qui est les potentiels futurs élèves. Voilà, c'est notre cible principale. Et comment est-ce que, même question de Julia, comment est-ce que les réseaux sociaux sont venus s'intégrer petit à petit dans votre stratégie communication et marketing? Alors c'est vraiment un volet complet de la stratégie communication. Ça évolue vraiment, enfin c'est vraiment la chose que je vais répéter tout le temps, mais ce qu'on sait, c'est que depuis ces dernières années, le parcours d'acquisition qui était avant, je fais une recherche sur Google, je clique sur un site, j'arrive sur une page et après je vais avoir un formulaire à remplir, ça n'existe plus, d'accord. Et aujourd'hui, on sait, enfin en tous les cas c'est ce que dit Google, c'est que pour que quelqu'un devienne un contact, un lead, éventuellement un candidat, il faut qu'il soit exposé dans notre secteur au moins 8 fois à la marque pour devenir un potentiel prospect. Donc, il faut que notre cible voit la marque à différents endroits. Et donc, les réseaux sociaux, c'est un moyen d'être là où ils sont. Et donc, il faut investir ce monde sous toutes ses formes pour encore une fois, les toucher. Et on sait qu'il faut les toucher plusieurs fois avant que ça se transforme. Donc, c'est vraiment ça la stratégie. Et c'est aussi que cette génération, voilà, elle a besoin de ce qu'ils appellent des preuves sociales, c'est-à-dire de pouvoir se projeter, de voir des gens qui leur ressemblent, d'avoir des choses qui leur parlent. Donc, il faut démultiplier la forme. On parlait de créativité, d'authenticité et aussi les supports. Donc, vraiment, c'est cette stratégie réseau social, c'est vraiment d'être partout. On ne sait pas trop à quel moment on va toucher. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est plus possible de modéliser le parcours d'acquisition d'un lead. C'est plus possible, en fait. Il y a tellement de moyens de toucher les gens. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une espèce de nuage de contacts et qu'il faut qu'il y ait au moins 8 contacts avant que ça devienne un vrai lead pour la marque. Donc, la stratégie réseau social, c'est exactement ça, c'est-à-dire d'être là où est notre public et d'être en contact avec eux jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils cliquent. Vous avez parlé de créativité et maintenant on va. Julia est d'accord avec vous, elle a hoché la tête. Vous avez parlé de créativité. On va rentrer davantage dans les détails, notamment partager une de vos récentes campagnes qui, pour le coup, vous avez bien misé sur la créativité. Donc on va passer le petit film. Il n'y a pas de son, mais normalement il y a du son. Mais vous pouvez retrouver les vidéos sur les réseaux sociaux directement de l'école. C'est vrai. Mais peut-être que vous pouvez commenter ce qu'on vient de voir. Est-ce que nous expliquer un petit peu quel était l'objectif de cette campagne et comment est-ce que vous l'avez construite? Oui. Alors, donc là, c'est une campagne de marque donc, qui a été diffusée format court sur TikTok, Instagram, YouTube. Les trois, je ne sais pas si j'en oublie une, mais au moins ces trois-là, c'est sûr. Donc l'idée, l'enjeu pour nous, on est une école d'ingénieurs généralistes. Donc, on a besoin de créer l'envie. Il faut savoir que les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, ce n'est pas forcément les formations qui sont les plus attractives parce que les gens préfèrent faire des business schools et de la com. Voilà, mais pourtant, on a besoin d'ingénieurs. Et du coup, on a besoin de projeter le futur élève dans un univers qui lui parle. Et donc, l'idée qui a présidé à la création de cette campagne, c'est de dire on peut faire une école d'ingénieurs pour réaliser ses rêves d'enfant.
Et donc, on a fait plusieurs scénarios donc, d'un rêve d'enfant qui devient une réalité à travers un parcours. Donc, au départ, voilà, c'est une petite animation qui montre à quoi je rêvais quand j'avais 6 ans. Et puis, à part une animation, donc en partant aussi de vrais élèves de l'école qui vont sur des différents types de métiers possibles. Et donc, c'est de montrer voilà, sur ce format-là comment un rêve d'enfant peut, à travers un parcours en école d'ingénieur, devenir une réalité, comment on peut réaliser ses rêves. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc, on a fait ça ça fait 2 ans qu'on a lancé cette campagne. Donc, ça, c'est la première. Il y a eu 2 saisons. Donc, on a pris plusieurs exemples à partir de nos élèves. Voilà, et je sais pas, vous avez dû le voir, mais ça a été fait avec de l'IA, mais on va sûrement en reparler. Et donc, comment, à partir de cette idée, on l'a déclinée sur différents modules, donc avec des garçons, des filles, des différents types d'élèves, différents types de rêves, et différents types de parcours et de réalisation à la fin. Voilà. Et du coup, quel a été l'impact de cette campagne? Parce que j'ai cru comprendre qu'au départ, c'était pas forcément très bien parti. Et finalement, vous avez su rebondir. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur cette histoire? Oui, alors il y a 2 ans, c'était vraiment le début et l'explosion de tout ce qui était IA génératif pour la création. Et donc, en fait, on a utilisé ça parce que d'ailleurs, sinon, on n'aurait pas eu les moyens de faire de l'animation sans utiliser l'IA. D'accord, donc, parce que sinon, ça coûte quand même très cher. Et donc, c'était vraiment l'essor de ces outils dans le monde de la création. Et nous, on trouvait que ça correspondait aussi à ce qu'on voulait montrer. Sauf que quand on a commencé à publier, on a commencé à avoir des bad buzz parce que c'est de l'IA. Et que l'IA, donc on a eu des créatifs qui se sont opposés en disant vous êtes en train de tuer notre profession, voilà, c'est moche, c'est voilà, voilà. Et plus des gens qui ont plus une fibre écologique qui disent bah oui mais l'IA c'est pas du tout responsable, sachant que l'école est positionnée sur le fait qu'elle forme des ingénieurs responsables, donc capables de prendre en compte les enjeux environnementaux. Donc, quand on a publié les premières publications de cette campagne, ont généré un bad buzz et beaucoup de commentaires de ces populations voilà, qui s'expriment, et notamment contre l'IA appliquée à la création. Voilà, donc ça n'a pas très bien commencé, en effet. Mais en fait, bon, on a répondu, on s'en est occupé, on a expliqué. Ça avait quand même beaucoup de sens pour nous, hein, sachant que dans notre formation, on a une majeure, ce qu'on appelle des majeures, c'est ingénieur designer, donc où on fait du design et de l'ingénierie, et on a aussi une option IA. Donc on avait quand même aussi des bonnes raisons d'utiliser ces outils qui sont aussi au cœur de notre formation. Donc on a expliqué ça. On a bien sûr expliqué qu'on n'avait pas l'ambition de tuer le métier de créatif, et qu'évidemment, il y aurait toujours besoin de directeurs artistiques. Voilà. Et puis, en fait, ça nous a donné énormément de visibilité parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. On a répondu. Et donc, en fait, notre campagne, finalement, elle a pris aussi grâce à ça. Donc, en fait, on a fait de ce bad buzz, on l'a transformé en opportunité. Finalement, ça a mal commencé, mais ça a bien fini. Voilà. Exactement. Et je crois me rappeler que vous avez même gagné un prix avec cette campagne. On a obtenu l'award Coup de com de Your Future, hein, qui fait tous les ans qui récompense des campagnes de com d'école. Et donc, on a eu le prix cette année grâce à cette campagne. Et comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs saisons. Donc, je crois qu'il y a un deuxième petit film qu'on peut... Alors, ouais, je crois que c'est des pas sous-titrés. Alors, en fait, mais allez-y, lancez-le, je vais l'expliquer en même temps, comme ça sera un peu moins... Donc, donc ça, c'était l'année dernière. Et cette année, l'idée, c'est d'aller un peu plus vers la réalité. Parce que donc, dans la première campagne, on était vraiment dans l'imaginaire, le rêve d'enfant. Et ce qui compte aussi, c'est de donner la compréhension que c'est réel. Donc là, on est allé plus à partir d'un dessin d'enfants, donc d'écrire finalement une carrière d'ingénieur. Et donc là, on a fait témoigner des jeunes diplômés qui... donc la première campagne était vraiment liée plus à l'imaginaire, et la deuxième campagne vient plus nous ancrer dans la réalité. Voilà. Et donc cette campagne démarre, enfin elle a démarré il y a quelques semaines.
Et de votre côté, Julien, on va également voir des exemples qui vont être totalement différents, mais tout aussi intéressants. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur vous, votre stratégie social media et les activations que vous avez pu mener récemment? Alors nous, on a une stratégie déjà sur 2 axes. La première, c'est la présence à l'esprit, donc développer la préférence de marque, travailler la notoriété, l'image de la marque, expliquer son utilité. Et puis c'est là-dessus que je vais passer un peu plus de temps. La deuxième, elle est vraiment très orientée acquisition, campagne d'acquisition. Donc là, on met en avant des choses assez différentes telles que le bénéfice-prix, les économies qu'on fait en venant chez nous. Et ça, c'est plus classique, j'ai envie de dire. L'algorithme va chercher des gens qui sont identifiés comme étant en train de déménager. Et du coup, là, on a vraiment des KPI orientés acquisition, mesure au ROI. Sur la première partie, qui est plus travailler la préférence de marque, là aussi, ça se décline en 2 sous-parties. La première, c'est du fil rouge. C'est-à-dire qu'on publie une quinzaine de vidéos par mois sur chaque réseau. Ça peut être les mêmes comme des vidéos différentes, selon si on peut dupliquer le code ou pas. Et ça, c'est un extrait que vous voyez de ces campagnes dites fil rouge. Et alors, en fait, on a juste fait une capture écran. Il y a différentes thématiques. On a différentes lignes éditoriales qui vont de la plus rigolote, accentuée sur l'actualité, à la plus pédagogique. Celle-là, par exemple, Es-tu bien couvert en cas de dégâts des eaux? C'est vraiment ultra pédagogique. On explique de façon simple. Vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est utiliser les réseaux comme un espace d'expression pour faire de la pédagogie et rendre l'assurance disponible, simple et avoir envie de s'en occuper. Donc ça, par exemple, c'est une ligne éditoriale. Et on en a plusieurs, en fait. Je ne peux pas trop vous les décrire là, mais chacune correspond à une ligne éditoriale. Et ça, c'est ce qu'on fait toute l'année en fil rouge, qu'on sponsorise, c'est-à-dire qu'on laisse tourner en organique, et en organique, celles qui tournent le mieux, on les sponsorise. On a entre 5 et 15 000 euros par mois par réseau. Et donc, on peut avoir de 500 000 vues à 1 million de vues selon la créa, selon le budget qu'on met, selon si ça colle à l'actualité ou pas. Et ce qu'on voit, c'est que plus on surfe sur l'actualité, mieux ça marche. C'est la vidéo que tu peux peut-être montrer juste après, qu'on a fait récemment suite au cambriolage au Louvre. Je vous laisse regarder, c'est assez parlant. Normalement, il y a de la musique. Hein. Ça fait un carton. Mais vraiment, c'est le carton plein. Parce qu'on passe notre message, mais c'est hyper collé à l'actualité et on arrive à en road. J'ai entendu quelques sourires. Voilà, et ça marche vraiment très très bien. Et ça, on ne planifie pas à l'avance. C'est dans nos quinzaines de vidéos par mois, on a des lignes éditoriales qu'on planifie 3-4 mois à l'avance selon le calendrier, et d'autres où vraiment on se laisse la liberté de surfer à la dernière minute sur quelque chose. Le deuxième angle d'attaque, c'est des campagnes très ponctuelles, un petit peu comme ce que tu décrivais, Véronique, avec vraiment un début, une fin. Et là, nous, on utilise beaucoup pour ce type de campagne, on utilise des influenceurs. Et ça, c'est un axe qui fonctionne hyper bien, puisque c'est plus la marque qui parle et qui, voilà, bon, là, c'est quand même la marque qui parle, mais on fait parler quelqu'un d'autre à notre place, et quelqu'un qui a une communauté. Donc on joue vraiment sur l'angle communautaire. Alors nous, on a choisi l'auto dans notre domaine. Pour des écoles, il faut choisir autre chose. Je ne sais pas, des gens passionnés par l'ingénierie, peut-être pour une école
d'ingénieurs ou autres. Et là, typiquement, on a sponsorisé un événement automoto de Red Bull qui s'appelle Motormania, qui a eu lieu en septembre. On a fait venir un influenceur très connu, GMK. Il y en a peut-être dans la salle qui le connaissent. Je vois des gens qui hochent la tête. Du coup, GMK a parlé pour nous. Donc nous, on l'a invité. Il a pris son petit cachet au passage. Quand même, c'est un monde, le marketing de l'influence, c'est un monde qui est en train de se développer. Mais là, vraiment, il engage sa communauté. En plus, on a une bonne relation avec lui, donc il ne se force pas. Il a diffusé un jeu concours qui était plutôt sympa et attractif. Et ça permet d'exploser ces chiffres en un temps record. Là, en 3 jours, on fait 10 fois plus de vues que ce qu'on fait en temps normal. Donc voilà, on a ce côté fil rouge et puis le côté campagne ponctuelle. Juste sur s'appuyer sur des influenceurs, nous on a fait deux essais qui n'ont pas été aussi performants que ce qu'on attendait. Alors après, on n'a peut-être pas eu les moyens de se payer les bons influenceurs parce que ça peut vite coûter très 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 cher. Donc on avait essayé de cibler des influenceurs qu'on pouvait se payer et qui étaient plutôt en train de monter. Mais justement, peut-être que je pense qu'ils étaient vraiment focalisés sur le fait de percer eux-mêmes. Et du coup, alors ils ont quand même joué le jeu, mais pas autant que ce qu'on voulait. Et du coup, les retombées n'ont pas été si importantes que ce qu'on espérait. Donc, en tous les cas, nous, on a fait 2 ans de suite et là, on a arrêté. Juste pour témoigner. Et je rebondis peut-être à ce que vous dites. Vous dites que ça n'a pas fonctionné, mais comment est-ce que vous, l'une comme l'autre, vous analysez un petit peu les retombées que vous pouvez avoir? Donc, la vidéo que vous venez de nous partager, vous avez dit ça a très bien performé. Donc, comment est-ce que vous analysez les performances des contenus que vous pouvez publier? Alors, on regarde évidemment le nombre de vues, le nombre d'engagements, hyper important. Et on se compare aussi d'une année à l'autre, d'un poste à l'autre. On se construit notre référentiel. On regarde aussi par rapport à la concurrence. On regarde le nombre d'abonnés. Et on regarde aussi la notoriété. Donc ça, on ne calcule pas du tout dans les plateformes. On suit la notoriété de notre marque en parallèle avec YouGov. Bon, il existe plusieurs façons de travailler sa notoriété. Donc c'est à la fois la vue, l'engagement et l'impact sur la marque. Ça, c'est pour les campagnes plutôt notoriété, branding. Ce qui est l'acquisition, on regarde le nombre de nouveaux clients acquis par la campagne. Et vous, de votre côté, Véronique, comment est-ce que vous analysez les campagnes, celles que vous nous avez présentées, et puis les autres aussi que vous pouvez mener? Alors, mon école fait partie d'un groupe donc, qui fait toutes les écoles dans lesquelles il y a, je ne sais pas, plus de 20 marques donc, qui font toutes des campagnes. Donc ça nous donne un référentiel parce qu'on est tous sur la même cible, même si ce n'est pas forcément les mêmes formations. Mais même dans les écoles d'ingénieurs post-bac, donc, qui est la catégorie de mon école, il y a 4 écoles dans le groupe. Donc on a des repères. Voilà. Et donc on regarde évidemment le nombre de vues, etc. J'ai regardé un peu les stats sur ces campagnes. Sur le taux de clic, cette campagne a fait 5 fois plus, un taux de clic 5 fois plus important que la moyenne observée sur les campagnes des écoles du même catégorie, etc. Donc x5. Et on regarde aussi combien ça nous coûte, parce qu'évidemment, le coût par 1000, donc il a été divisé par 4,3. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une très bonne... Donc on regarde le taux de clic et les coûts par clic. Parce que, bon, évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Et donc là, on a vraiment... pour nous, c'est une très bonne performance, à la fois en taux de clic et à la fois en coût par clic. Bon, là, on est resté sur des plateformes Meta, TikTok, etc. Mais il y a aussi une autre plateforme sur laquelle vous êtes présente, notamment Véronique, vous avez pensé toute une stratégie à ce sujet, c'est LinkedIn. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce que vous faites sur LinkedIn et la stratégie que vous avez commencé à mener depuis le mois de mai, il me semble? Oui. Donc moi, comme je vous le disais, je suis la directrice générale. Donc mon job, c'est de représenter l'école, d'être la voix de l'école. Et donc, ça fait partie de mes attributions, je dirais, de prendre la parole, et notamment sur les réseaux sociaux,
pour exprimer la voix de l'école que je dirige. Donc ça, évidemment, je sais depuis toujours que je dois le faire, mais c'est pas facile à faire parce que je fais pas que ça non plus. Donc c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je tournais un peu autour de ce sujet en me disant voilà, il faut que je publie plus, il faut que je sois plus présente sur LinkedIn, notamment sur LinkedIn, parce que là on vise plutôt effectivement les institutionnels, les journalistes, les parents, les entreprises. Voilà, donc c'était sur ce public-là que je voulais agir. Et puis, il se trouve que j'ai croisé au mois d'avril un diplômé de l'école qui montait, donc qui a fait une spécialisation IA et data à l'école et qui lançait une start-up pour accompagner notamment des dirigeants sur l'utilisation de LinkedIn pour augmenter leur business, leur notoriété, etc. Donc, je le rencontre, il me dit « Ah, j'aimerais bien que tu me confies ton profil LinkedIn, que je t'accompagne, etc. » Et donc, moi, comme je savais que voilà, je faisais pas ce qu'il fallait, je trouvais pas le temps de le faire et je savais pas non plus trop comment m'y prendre, en fait, parce que c'est pas évident de prendre la parole voilà, quand on est une personne, enfin moi je sais pas, ça se voit peut-être, mais je suis ingénieure, donc je suis pas non plus une communicante née, d'accord. Donc voilà, c'était pas simple pour moi, même si c'était dans mon rôle. Donc on a commencé à travailler ensemble, on a mis en place une stratégie. Il m'a aidé à définir voilà, une ligne éditoriale. Alors, il faut savoir on a deux actions parallèles très importantes sur LinkedIn. C'est une première action donc de posts réguliers avec une ligne éditoriale pour que je sois une voix reconnue dans ce monde et que, voilà, que les gens voilà, s'intéressent à ce qu'on fait à travers les opinions que j'exprime. Et la deuxième action, c'est d'aller chercher, donc d'aller demander à des gens de rejoindre mon réseau. Et donc l'action consiste à publier au moins 2, voire 3 posts par semaine et d'aller demander à des gens de rejoindre mon réseau chaque semaine. Et donc là, voilà, donc il m'accompagne en fait pour m'aider à voilà, prévoir quel poste. Donc là, voilà, demain, vous verrez, il y aura un post sur mon profil LinkedIn qui concerne cette intervention que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est prévu déjà. Voilà, donc c'est vraiment donc une fois par semaine, je fais un point avec eux et on définit les sujets. Alors on a des sujets planifiés à l'avance et puis on intercale des sujets liés à l'actualité, etc. Donc c'est vraiment, ils vont vraiment aider à structurer cette démarche. Et puis aussi, il y a plein d'outils en fait qui existent pour automatiser certaines choses. Voilà. Et donc je fais ça depuis le mois de mai. Et avec un certain succès. Donc là, j'ai juste fait des copier-coller de mon compte LinkedIn, pas de mes posts, mais des impressions. Et donc, vous voyez, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'impressions. Là, moi, je ne vois pas, mais j'ai des posts qui ont plus de 13 000 impressions. Notamment celui sur la campagne là, dont je viens de parler. Donc, c'est pas mal. 13 000 impressions sur un post LinkedIn, en tous les cas, pour moi, c'était largement plus que tout ce que je pouvais faire avant. Et puis, vous voyez sur la courbe que j'ai copié aussi l'augmentation du nombre de personnes dans mon réseau depuis le mois de mai. Donc, on voit assez bien quand est-ce que j'ai commencé. Et donc voilà, donc c'est et puis ça c'est pour les gens un peu plus avertis. Il y a mon SSI LinkedIn qui est en bas. Donc il faut savoir que quand j'ai démarré, j'étais donc à 9%. Donc c'est les personnes les plus influentes de mon secteur. Donc j'étais dans les 9%, je suis aujourd'hui dans les 2%. Mon objectif, c'est d'être dans les 1%. Voilà. Et puis, je ne sais plus l'autre critère, je ne sais plus. Enfin, le score global, j'ai gagné 11 points en quelques mois. Donc voilà, c'est vraiment une autre partie de comment on utilise les réseaux sociaux. Et là, il y a le côté personal branding. En fait, c'est aussi très important. On a évidemment une page LinkedIn avec la marque de l'école. Mais il faut savoir que LinkedIn est vraiment focalisé sur les personnes. Et donc, il fallait absolument que ce soit moi qui prenne la parole. Et encore une fois, c'est mon boulot. Donc, voilà, c'est ce que je fais depuis quelques mois. Merci pour ce bel exemple. Alors, malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette conférence. Si vous avez juste un mot de conclusion avant de passer
Avant de passer aux questions, n'hésitez pas lors du petit pot juste après à revenir parler à Véronique. Ok. Julien, un petit mot de fin. Conclusion, ouverture. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Véronique. Les réseaux, ça évolue tout le temps. Je dirais que l'enjeu, si on se projette un petit peu sur la suite, c'est de suivre l'évolution des réseaux sociaux. Nous, en tant que marque, la question qu'on se pose, c'est quid de 2026, quid de 2027 ? Est-ce qu'il faut qu'on aille investir d'autres réseaux ? Parce qu'il y a Snapchat qui est en train de monter. Il faut savoir que chaque nouveau réseau, c'est des ressources, de la créa, de la stratégie à mettre en place derrière. Donc voilà, je pense qu'on va un petit peu tâtonner Snapchat pour essayer de comprendre les codes, voir quel niveau d'implication il faut avoir. Mais c'est vrai qu'il faut être tout le temps à l'affût, quoi, en fait. Merci beaucoup à vous deux. Et maintenant, c'est place à vos questions. Est-ce qu'on peut prendre quelques petites questions avant de terminer ? De l'autre côté. Bonjour, moi j'ai une question pour Julia. Je me demandais, les furets, on connaît très très bien, enfin en tout cas moi j'ai découvert grâce aux campagnes télé. Je me dis si la boîte avait été lancée aujourd'hui, en 2025-2026, est-ce que en pariant sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui peut-être le canal de communication principal, est-ce que la notoriété aurait été la même en fait auprès des Français ? Alors c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Alors, j'ai pas la réponse, puisque justement, mais j'aimerais bien l'avoir la réponse. Je l'ai pas, puisque on l'a pas fait. Par contre, ce que je peux voir, c'est que les marques qui se lancent uniquement via les réseaux sociaux n'ont pas le niveau de notoriété qu'on a. Pourquoi ? Parce que quand je vois une marque sur un petit truc comme ça au milieu d'un scroll, ça n'a pas le même impact que je suis dans mon salon, un peu obligée, pas obligée, mais bon, avec un temps de pause, une création plus impactante parce que plus grande, plus longue. Après, c'est pas les mêmes budgets non plus. Une campagne télé sur 3 semaines, c'est 1 million d'euros. Est-ce que si je mettais 1 million d'euros sur 3 semaines sur les réseaux sociaux, j'aurais le même résultat ? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a plusieurs points de vue aussi. Et une façon d'y répondre, c'est aussi de dire qu'il n'y a pas que la pub qui compte, il y a aussi l'attrait de la marque. Airbnb, ils sont arrivés, ils ont fonctionné au début qu'au bouche à oreille, parce qu'il y avait une UX particulière, parce qu'il y avait vraiment une promesse très forte derrière, parce qu'ils ont fait un coup de maître en UX, quoi, et puis en force de produit derrière. Donc je pense que malheureusement, il n'y a pas une réponse unique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus difficile d'avoir une notoriété forte aujourd'hui uniquement avec du digital, au sens où on est tellement sursollicité, il y a tellement de choses, même sur les réseaux sociaux, que c'est l'enjeu, il est pas simple de nos métiers de marketeurs, donc il n'y a pas une réponse unique. Bonjour, ma question s'adresse à Véronique. Merci pour le focus sur LinkedIn. Je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement, l'algo de LinkedIn va favoriser les pages personnes plus que les pages entreprises. C'est déjà le cas. Et je voulais savoir s'il y avait une stratégie derrière en interne pour faire du personal branding pour les enseignants et pour les étudiants, notamment une fois qu'ils sont diplômés. Les alumni peuvent effectivement aussi prendre la parole sur ce réseau social au nom de l'école. Donc, comme vous avez débuté ça avec votre propre personal branding, je voulais savoir s'il y avait une ambition derrière d'étendre ça un peu au personnel. Alors, on avance pas à pas. Donc, je m'étais dit, déjà, je commence par moi et je vais voir ce que ça donne. Mais effectivement, l'idée, c'est aussi de l'étendre aux autres membres du comité de direction de l'école et effectivement aux enseignants, chercheurs. Donc, c'est de montrer l'exemple, en fait, parce que c'est du personal branding, donc ça me sert moi aussi. Donc, je pense que les gens peuvent avoir envie. Donc, c'est-à-dire que je communique pas mal en interne sur ce que je fais, les résultats, en espérant que ça inspire d'autres personnes. Je voulais ajouter quelque chose. Ah oui, sur la communauté, c'est vrai que en fait, ce qui m'a très agréablement surpris,
Donc, dans la campagne de reach, c'est-à-dire d'aller demander des gens en contact, évidemment, on a des cibles et on a une cible qui est les alumni de l'école. Évidemment, c'est assez facile. Hein. Et alors d'abord, j'ai un taux d'acceptation la semaine dernière de 74%. Donc, l'agence qui m'accompagne, ils me disent qu'ils n'ont jamais vu ça. D'accord ? Donc, j'ai 74% des gens à qui je demande de rejoindre mon réseau qui acceptent. Et il y en a beaucoup qui sont des alumni. Et là, je vois de l'engagement. En fait, c'est génial. Parce qu'ils sont super contents. Parce que bon, c'est une école qui a 120 ans. Donc, les alumni, ils n'ont pas tous 25 ans. Hein, donc, il y en a, ils ont quitté l'école depuis longtemps. Ils avaient un peu perdu le contact. Et vraiment, j'ai énormément d'échanges avec eux. Alors, par contre, ça me prend un peu de temps. Parce que du coup, ma messagerie LinkedIn, elle est bien pleine. Mais honnêtement, en termes d'engagement, c'est formidable. Et ils sont évidemment tous dans des postes, dans l'industrie, ils sont parents. Enfin, franchement, donc vraiment, le côté engagement de la communauté pour une école, en fait, en tous les cas. Et bon, après, moi, encore une fois, je dirige une école qui a justement ce réseau d'alumni, cette histoire, etc. Mais vous imaginez bien que mon école en 2025, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était même en 1985. Et ceux qui ont quitté l'école en 1985 ou en 2000, ils sont épatés de voir, voilà, et puis ils ne me connaissent pas, et ils sont contents que je les demande en contact. Franchement, c'est super, super efficace. L'engagement de la communauté, ça marche super bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Vous voulez sponsoriser les posts ? Non. Ok. Non. non, hein, je publie comme vous pouvez publier, vous, sur votre... Il n'y a pas d'achat pour Julia. J'ai remarqué là sur les screenshots que vous aviez mis de vos communautés que Instagram était plus faible que TikTok, ou plutôt l'inverse, TikTok était vraiment impressionnant en termes de taille de communauté. C'est du coup dû à quoi ? Est-ce que c'est de la sponsor ? Est-ce que vous avez voulu plus travailler ce réseau-là ? En fait, l'algorithme de TikTok va très très vite. Et en un an, on a eu 150 000 abonnés, alors qu'on en a 34 000 sur Meta, sur Instagram. Ouais, on a été bluffé par la vitesse de montée en puissance du nombre d'abonnés, de vidéos, etc. Donc après, c'est un peu c'est le cercle vertueux, c'est que comme on arrive à avoir beaucoup plus vite de la visibilité, on a tendance à investir un peu plus sur TikTok. Mais clairement, une différence au niveau de l'algorithme. Ouais.